Alors, on va passer à la pédagogie du premier cycle. Et là, il y a un problème que Elisabeth Mornay et moi avons préparé avec la plus grande attention. Il y a un petit problème préjudiciel, c'est que le premier cycle a changé de sens. Et donc, nous avons adopté a priori le sens du premier cycle au sens postérieur à la réforme appelée masterisation, qui est quand même comparativement récente par rapport aux longues carrières qu'un certain nombre d'entre nous ont accomplies à Paris. Et donc, nous allons vous parler des 3 premières années. À cet immense travail, des médiévistes de Paris 1 ont pris part. Alors, c'est Jean-Philippe Jeunet a dressé des tableaux Excel tout à fait magnifiques, mais qui nécessitent, pour être lus, d'avoir un écran géant, parce que le nombre d'années est tellement considérable et qu'évidemment, c'est l'année qui est l'abscisse. Ont pris part plus de 150 enseignants travaillant à plein temps à Paris 1, professeurs, maîtres assistants devenus maîtres de conférences, assistants aussi longtemps qu'il y en eut, puis arrivé à la fin des années 1980, des ATER, doctorants, enfin maintenant je crois que ça s'appelle doctorants contractuels, mais ça s'appelait moniteurs, etc. Bref, des thésards qui ont une tâche d'enseignement et qui ne sont pas titulaires de l'université. Ceci sans compter tous les chargés de TD dotés en principe d'une activité principale extérieure à notre université et qui, pour l'essentiel, étaient des professeurs de lycée et collège qui, en général, avaient gardé des liens avec certains d'entre nous ou préparaient des thèses sous la direction d'un professeur de Paris. Je crois que la chose qui est compliquée, ce sont les 2 premières années, parce que ça a beaucoup changé, alors qu'au contraire, la 3e année, c'est-à-dire l'année qui maintenant est l'année de la 3e année de licence, celle qui était l'année de licence quand nous avons commencé sous le régime de la loi du décret de 1967. Et donc, on va commencer par la 3e année, qui s'est toujours donnée à la Sorbonne pour Paris 1 et n'a pratiquement pas changé depuis les origines. Dans chaque période, chaque professeur a une unité de valeur, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, enfin bref, UV, longtemps ça s'appelait UV, alors c'était spatial. Alors donc le ou la professeur définit avec les maîtres de conférences et des chargés de TD qui travaillent avec elle ou avec lui. La pédagogie n'a pas profondément changé dans ses objectifs, puisqu'il s'agit d'un enseignement plus approfondi et qui, par définition de notre métier, est plus en prise sur les courants les plus récents de la recherche. Dans la période... Alors, évidemment, il fallait qu'il y ait un professeur pour qu'il y ait une UE. Donc, dans ce qui est la principale originalité de Paris 1, qu'a rappelé Jean-Philippe tout à l'heure, Jean-Philippe Jeunet, et je vois Claude Gauvard qui opine du bonnet, c'est-à-dire le fait qu'on est à la fois de l'Occident et de l'Orient. Donc, il fallait un prof. Donc, on avait un seul vrai problème,
c'est que lorsque Claude Cahn est parti à la retraite, il n'a pas été remplacé, parce qu'il n'y avait personne pour le remplacer. Et donc, dès que moi-même j'ai été nommé professeur, c'est-à-dire en 88, nous avons monté avec Françoise, puisque je pouvais en prendre la responsabilité. Enfin, ça pose... Bon, je trouve que c'est absurde, mais c'était comme ça. Hein. Donc, je suis devenu mandarin, et donc j'en ai profité pour recréer, en créant une UE, c'est assez facile à concevoir, n'est-ce pas? Commençant par Byzance de la haute époque, puis arrivée de l'islam et des Arabes. Et donc nous avons mis au point une UE où nous faisions l'un et l'autre les cours et les TD, mais c'est moi qui commençais pour des raisons chronologiques simples, puisque Mahomet est postérieur à Constantin, ça vous savez à peu près. Et en fait, c'était Françoise qui faisait le plus gros du boulot, heureusement d'ailleurs, parce que moi, je ne sais pas comment j'aurais fait avec toutes les heures que j'avais. Et avant, j'avais bricolé avec Jean Duvis. Voilà, donc on a essayé de maintenir. Voilà, c'était donc on est susceptible d'avoir des difficultés dans la mesure où on ne serait pas capable de pourvoir les emplois de professeurs. Voilà, donc je passe la parole à Elisabeth. Oui, alors toujours à propos de la licence, il y a eu une légère modification qui a eu lieu à la rentrée 1996, du moins dans notre souvenir. À ce moment-là a été instituée une 4e UV dite de licence annuelle, obligatoire dans le cursus des étudiants, et au volume horaire hebdomadaire un peu restreint, c'est-à-dire qui durait 1h30, sous la forme d'une sorte de cours TD qui était pris en charge par un seul enseignant. Alors, par exemple, Michel a traité, d'après lui, en 1996-1997, du sujet Constantinople à l'époque méso-byzantine. Et en 1997-1998, le sujet que j'ai traité était intitulé « Église, sentiments religieux et déviance en Europe occidentale au XIVe et XVe siècle ». Dans ces cours étaient intégrés aussi des commentaires de documents afin de continuer à familiariser les étudiants de 3e année avec le travail proprement dit, le travail historique proprement dit, en histoire médiévale. Alors, pour prendre mon petit exemple, durant cette année, j'ai fait une séance ex cathedra, un cours ex cathedra sur Jean Hus, et en revanche, le Palais des Papes à Avignon a fait l'objet d'un commentaire à partir des plans et des fresques de la chambre du Cerf. Donc, vous voyez qu'il y avait là un mélange entre les deux caractéristiques du cours magistral, si l'on peut dire, et puis du commentaire de documents des TD. Alors, tout ceci avait lieu sans préjudice d'une UV, d'une UV de sciences auxiliaires. Alors, les souvenirs ne sont pas très clairs, du moins pour moi, parce que je n'ai jamais participé à ces unités de valeur. En Occident, il s'agissait de la paléographie latine et française, ou pour l'Orient, d'après Michel, une initiation aux sources de l'Orient médiéval. Alors passons maintenant
à ce qui concerne les 2 premières années, que l'on appelait le DUG, hein. Au temps du démarrage de Paris 1, le même schéma que pour la licence s'appliquait globalement. Michel a fait à la fois les TD du cours sur Byzance, que donnait Gilbert Dragron, et ceux sur l'Angleterre des Plantagenets, que donnait Édouard Perroy. C'était dans les années 1969, 1970 et 1970-1971. Moi-même, en 69-70, j'ai fait les TD de Robert Delors, qui était encore dans la maison, avant de partir vers Vincennes, sur le sujet slaves et germains. Alors, je vous donne ces quelques exemples pour vous montrer quand même la variété des sujets qui étaient traités aussi bien en licence, mais aussi en premier cycle. Alors, avec la naissance officielle de Paris 1, et en attendant l'achèvement de l'immeuble de la rue de Tolbiac, dont on a parlé, qui était prévu pour la rentrée 1973, nous partagions Sancier avec Paris 3. Nous sommes passés, dès la rentrée 1971, au cours magistral dans l'amphi surchargé. Et ce fut, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce fut le bisut, si l'on peut dire, Pierre Toubert, qui n'était alors que chargé d'enseignement, car il n'avait pas encore soutenu sa thèse d'État. C'est lui qui s'y est collé à ce cours de Deug. Nous ne nous rappelons pas s'il parlait aussi de Byzance dans son cours. Il a assuré ce cours encore en 1972-1973. À ce moment-là, Robert Fossier, qui avait été nommé professeur sur le poste d'Édouard Perroy à la rentrée 71, va reprendre le cours magistral de Deug, mais seulement après l'installation à Tolbiac, c'est-à-dire à l'automne 73, en principe. Alors, à ce moment-là, impossible de savoir si Hélène Arveller a commencé alors à faire en plus un cours de Deug sur Byzance. Si c'est tout de suite ou peut-être un petit peu plus tard, mais sans doute tout de suite. Dans les années qui ont suivi, mais quand exactement, là encore notre mémoire flanche un peu, Robert Fossier a intégré quelques séances sur l'islam dans son cours, tandis que Hélène Arveiller, qui était à l'œuvre à 8 heures du matin, devant un amphi absolument plein, bien que son cours ne fasse pas l'objet d'un examen spécifique, eh bien, il y avait à ce moment-là un tandem qui s'est mis en place et Hélène Arveller a continué ce cours sur Byzance après avoir été nommée recteur, puis directrice du Centre Pompidou, et elle l'a assuré jusqu'à la rentrée 1990. Alors, après le départ à la retraite de Robert Fossier, on l'a vu arriver, il a bien fini, le pauvre, par prendre la retraite, non sans avoir été pendant 3 mandats directeur de l'UFR. Pourquoi nous ne le remercierons jamais suffisamment. Au départ de la retraite de Robert Fossier en 93, les TD ont continué à fonctionner comme les années précédentes, si l'on en juge d'après le polycopier de 93-94. Parce que nous avons gardé un certain nombre de polycopiers, mais pas tous. Bien. En ce qui concerne les cours magistraux, pour l'histoire de l'Occident, Claude Gauvard, Monique Bourrin et Michel Paris se sont partagés le boulot. Et moi, j'ai assuré un cours semestriel sur Byzance de 94
à 98-99. J'aurais bien continué, mais l'équipe de direction de Paris, j'ai été élu président en 99, l'équipe de direction de Paris 1 a estimé que, compte tenu de l'état d'agitation souterraine ou pas souterraine au centre Pierre Mendès France, c'était prendre un risque exagéré de laisser le président y faire cours à une heure ouvrable. 8 heures du matin n'est pas une heure ouvrable. Les dangereux révolutionnaires ne sont pas réveillés à cette heure-là. C'est ce qu'Hélène Arveler avait parfaitement gérer l'affaire. Oui. Alors j'ai repris ce cours, donc suspendu lors de ma présidence. Dès 2004-2005, les étudiants eurent alors 2 heures de cours, 1 heure d'Occident, cette année-là assurée par Régine Lejean, dans la salle, et 1 heure d'Orient, finement organisée entre Françoise Michaud et moi-même, qui, comme vous vous en doutez, on a tellement l'habitude de travailler ensemble depuis un certain nombre d'années que on est capable de faire les cours des uns des autres au pied levé. Nous avions 2 amphis, parce que l'amphienne au centre Pierre Mendès France a un gros défaut qui est sa mezzanine. Et le professeur ne sait pas ce qui se passe dans la mezzanine. C'est ainsi qu'un jour où j'étais en train de parler du feu grégeois, j'ai vu un petit avion partir de la mezzanine. Il a d'ailleurs pas abouti tout à fait jusqu'à moi, mais presque. Et donc je m'en suis tiré en faisant remarquer que si les Byzantins avaient la supériorité maritime, ils n'avaient visiblement pas la supériorité aérienne. C'est subversif, ça, dis donc. Et ça a été fini pour le semestre. Hein. J'ai plus jamais rien entendu moufter. À partir du moment où vous avez fait la bonne blague, le point est gagné. Alors cette collaboration 1 heure, hein, on changeait à la mi-temps, hein, donc d'amphi, puisqu'on avait 2 amphis parallèles. Donc il y avait un amphi qui commençait par l'Orient et l'autre qui commençait par l'Occident, et on changeait à la mi-temps. C'est plus facile de faire changer 2 enseignants que de faire changer 500 et 300 étudiants. C'est inutile. J'ai dit tout le bien que je pensais de l'architecture du centre Pierre Mendès France, mais pas à ce point-là quand même. Puis est arrivée une vraie révolution en 2010. Figurez-vous que entrer à l'université, comme l'ont rappelé Michel et Alain, en 1969, je n'avais, en ce qui concerne mon université, jamais enseigné à des étudiants de première année. Jamais. Le Moyen-Âge était toujours en 2e année, c'était beaucoup trop dur pour des débutants. En 2010, révolution générale, c'est-à-dire qu'on a remis les choses à l'endroit, semestre par semestre. Premier semestre, histoire ancienne et histoire médiévale. 2e semestre de la première année, histoire moderne, histoire contemporaine. Et l'inverse en 2e année. Alors, je me rappelle très bien la réunion des services. Enfin, on a parlé qui ferait les cours. Nous avons échangé avec ma complice Françoise Michaud d'un regard. On s'est parfaitement compris. C'est-à-dire que si ce n'était pas l'un d'entre nous qui le prenait, l'Orient était menacé. Donc l'Orient s'est défendu, c'est tombé sur moi dans la mesure où, pour des raisons conjugales, je dispose d'une abondante documentation sur le Haut Moyen-Âge occidental. Donc c'était plus simple. Mais la collaboration a continué. Donc ils ont eu un cours de 13 heures
sur l'histoire du Moyen-Âge, des origines du Moyen-Âge jusqu'à la réforme grégorienne, en gros, hein, jusqu'au XIe siècle, enfin, ou jusqu'au début des croisades, quoi. Tout ça colle à peu près bien. Je peux vous dire que j'ai jamais préparé un cours sur l'islam, hein. Ça m'a été fourni gratuitement par Françoise Michaud. Et ça marchait comme sur des roulettes. Aucun étudiant ne s'est jamais rendu compte du fait que il y avait plusieurs mains qui travaillaient derrière. Alors, quand il s'est avéré que j'avais trop d'heures au compteur, puisque par rien vous ne voulez pas payer d'heures supplémentaires et que de toute façon mon inspecteur des impôts, enfin mon percepteur est déjà suffisamment nourri comme ça, enfin du moins c'est les finances de l'État, l'intérêt d'avoir des heures complémentaires au tarif où elles sont est pas du tout évident. Donc comme j'avais trop d'heures au compteur, Didier Planfili vient prendre l'un des amphis avec les cours que je lui donne intégralement, PowerPoint compris, pour qu'il n'ait pas à se colter la préparation sur l'islam, sur Byzance, etc. Comme de toutes les façons, Alors oui, de toute façon, je rédigeais mes cours entièrement pour des raisons pédagogiques, sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait que mes cours soient rédigés intégralement me servait éventuellement d'aide-mémoire, parce qu'au bout d'une heure et demie dans un amphi, de temps en temps, vous vous demandez vraiment où vous êtes, donc il faut que vous regardiez un papier, mais ce n'était pas ça le problème. Mais cela me permettait de donner aux chargés de TD le cours intégral et leur permettait éventuellement, s'ils en avaient le temps, on reviendra sur la méthodologie, de vérifier s'ils avaient compris quelque chose. Alors, je pouvais le dire de façon artisanale, hein, parce qu'en première année, moi, ça m'a beaucoup plu de faire un cours de première année. À la fin de l'année, je les fais rasseoir, je leur dis, vous savez, vous êtes les étudiants de premier cycle, première année, vous êtes les bisus de la fac. Alors, ils m'ont regardé comme ça, comment il peut dire un truc pareil, c'est dégueulasse. Et je leur ai dit, ben, écoutez, moi aussi, je suis un bisu. J'ai 64 ans, et c'est la première fois que je fais un cours de première année. Et évidemment, je suis sorti sous l'ovation de la foule. C'est un peu facile, mais ça fait toujours du bien. D'autant que, arrivé à la 13e semaine, les étudiants qui n'arrivent pas à suivre ont évidemment disparu depuis longtemps, et qu'on est, si j'ose dire, entre nous, entre gens qui comprennent quelque chose au Moyen-Âge. Alors, c'est Christophe Picard qui se chargeait du 4e semestre. Je pense avec Patrick Boucheron, mais j'en suis pas absolument sûr. Je vois quelqu'un qui opine du bonnet, donc ça doit être ça. Centré sur les villes. Alors évidemment, étant donné ce qu'a dit Elisabeth tout à l'heure et ma familiarité avec Constantinople, ça ne me gênait pas vraiment. Enfin, pour ma dernière année d'exercice, j'ai partagé le 4e semestre avec Didier Planfili sur faible et puissant dans les campagnes d'Orient et d'Occident, 11e, 13e siècle. On aurait voulu démarquer ce qu'il y avait dans ma thèse de doctorat d'État, qui avait quand même quelques années qui avait commencé à pourrir au fin fond des publications de la Sorbonne, qu'on n'aurait pas fait mieux. Là encore, Françoise nous a fourni les antisèches nécessaires. Et donc la qualité scientifique du cours était absolument impeccable, puisque Françoise nous avait fourni ce qui se passait dans le monde arabo-musulman, et Didier Planfili n'avait pas besoin de moi pour savoir ce qui se passait dans les campagnes de l'Occident. Je prends. Oui, tu continues. Voilà, exactement. Alors, d'après ce que vient de dire Michel, on s'aperçoit très bien que l'enseignement s'appuyait sur un lien étroit entre les professeurs, et l'équipe des chargés de travaux dirigés,
Et on se rend compte, à l'entendre, que cela s'est même accentué au cours des années. Alors, cela supposait un véritable travail d'équipe. Et très tôt, au moins depuis le début des années 80, sans doute un peu avant, furent mis au point de gros fascicules de travaux dirigés avec de multiples exercices pour éviter évidemment toute triche et le transfert de corriger d'un étudiant à un autre, autant que faire se peut. Et ces exercices étaient répartis en dossiers thématiques, chacun étant confié à un maître de conférence ou à un chargé de TD, et dans lequel chaque enseignant puisait à son gré au cours du semestre ou de l'année. Alors, il faut bien dire que ce système a contribué grandement à la cohésion, et là, nous allons faire preuve un petit peu de vanité, une cohésion quasi légendaire du corps des enseignants médiévistes de Paris 1, auprès de nos chers collègues. Parce que là, je ne suis pas sûr qu'on ait été clair. C'est-à-dire que le maître de conf qui se chargeait du dossier préparait le corrigé des exercices pour les copains. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter, Michel. Mais vas-y, je t'en prie. Oui. Vas-y. Bon, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement non seulement les documents qui étaient préparés, traduits éventuellement, reproduits par chacun des responsables du dossier, mais ce responsable devait effectivement fournir aux collègues un corrigé, et ce corrigé, pour alléger un peu le travail des collègues qui n'étaient pas forcément des grands spécialistes du texte ou du document, était entièrement rédigé, ce que Michel a dit tout à l'heure, et ce qui a permis d'avoir un corpus d'explications, de commentaires particulièrement riches, et qui effectivement nous était envié, il faut bien le dire, et qui a été largement diffusé dans le reste de l'université, enfin parmi les médiévistes de l'université française. Oui, voilà, exactement. Ah non, mais il y a le Moyen-Âge à La Réunion. Je me permets de dire que j'en ai apporté un exemplaire, je le fais circuler. D'accord. J'en parlerai avec la recherche. Voilà. 79-80. J'ai pris au hasard. Alors, oui. Alors, il ressort de ce qui vient d'être dit que la première des marques spécifiques de l'enseignement du Moyen-Âge en DUG, à Paris 1, DUG devenu par la suite L1, L2, est le lien structurel entre les cours magistraux, et les cours magistraux faisaient l'objet aussi d'un résumé de la part des professeurs qui le prenaient en charge. Les feuilles de Robert Fossier étaient particulièrement réputées, si l'on peut dire, pour cela, car elles étaient très nourries et quelquefois quand même dans un style un peu télégraphique, ce qui demandait quelques explications peut-être supplémentaires. Donc, lien structurel entre les cours magistraux et les travaux dirigés, accompagné par un intense travail d'équipe, envié donc par nos collègues historiens des autres périodes. Alors, à quoi s'ajoutent deux autres caractéristiques importantes dont Michel va commencer à vous parler. Alors, donc, nous avons développé pendant toutes ces années une méthode pédagogique introduisant dans le cursus un enseignement destiné à proposer aux étudiants l'ensemble des outils nécessaires à l'histoire médiévale. Si nos souvenirs sont exacts, au début des années 90, le cours magistral de DUG était accompagné d'un cours de chronologie assuré par Alain, non? Enfin, Jean-Philippe Genet qui l'a...
C'est Jean-Philippe. Voilà. Il en est le fondateur. Après, on s'est arrangé quelquefois. Ah, d'accord. Alors, à la rentrée 90, des choses avaient changé à Paris 1. Moi, j'étais devenu directeur de l'UFR et j'ai été surtout président de la commission des finances du conseil d'administration. Or, vous êtes bien vissés sur vos chaises, hein, parce que c'est plus le cas maintenant depuis la loi Pécresse. L'université Paris 1 était structurellement bénéficiaire. Autrement dit, il y avait des sous. Ce qui m'a permis, grâce à ma double casquette, de faire adjoindre au TD traditionnel de 2 heures, en L1 et L2, 1 heure par quinzaine en demi-groupe de méthodologie pour parfaire l'apprentissage de la dissertation et des commentaires de documents. Voilà donc la façon dont j'ai... mais il y a prescription, c'est pas la peine de déposer un recours en justice. Évidemment, il y a de ma part un abus, mais rassurez-vous, ça a profité aussi à d'autres disciplines dont j'avais éveillé la curiosité sur ce plan-là. C'est à toi maintenant. Alors, la base de tout ce beau monument pédagogique, c'était le polycopier donné aux étudiants en début d'année et extrêmement épais, vous pourrez vous en rendre compte. Quelquefois, enfin, il y a eu un temps même où il était en 2 volumes, hein, un distribué au début de chaque semestre. Et il s'agissait de dossiers thématiques, de documents, accompagnés d'une bibliographie, d'une chronologie, d'un vocabulaire et d'une ou plusieurs cartes, ce qui permettait aux étudiants de rassembler les documents annexes pour suivre l'évolution pédagogique. Alors, j'ai 3 à la maison, 3 polycopiers que j'ai regardés de près pour préparer cet exposé. Celui de 86-87, celui de 93 et 94 et celui de 97-98. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y avait dedans, mais pour résumer, le polycopier a connu des refontes régulières et encore en 1997-1998 par rapport à celui de 93-94. Et ces refontes régulières étaient légères en ce qui concerne les grands thèmes proposés, donc le Haut Moyen-Âge, l'Empire byzantin, le monde arabo-musulman, etc., etc. Et les refontes s'accompagnaient plutôt d'une réorganisation interne de chacun des thèmes qui montrait aussi l'évolution éventuellement de la recherche historique. Alors, je prendrai un seul exemple. Dans le sommaire de 86-87, il y a un dossier qui était intitulé « Seigneurie et féodalité, 11e, 13e siècle ». Et dans le sommaire de 94-95, le titre de ce dossier est devenu « Seigneurs et paysans, 9e, 15e siècle ». Alors, si vous y réfléchissez un petit peu, vous verrez que là, il y a une sorte d'évolution progressive, hein, nourrie par la réflexion historique durant un assez grand nombre d'années. Alors, il y avait donc une réorganisation interne de chacun des thèmes, en particulier sur le plan des répartitions chronologiques. Mais tout ça, si cet exposé fait l'objet d'une
expression écrite, on pourra éventuellement le détailler un peu plus, et surtout d'un renouvellement des documents proposés où chaque collègue pouvait puiser selon son tempérament, selon ses préférences, et il avait là effectivement un panel, un choix possible extrêmement large. Alors, la nature des documents proposés a été la plus large possible afin d'initier les étudiants à l'analyse de toutes sortes de sources, textes, bien sûr diplomatiques, mais aussi historiographiques et littéraires, documents comptables, documents ressortissant de ce qu'on appelle des sciences dites auxiliaires, des plus traditionnelles aux plus novatrices, généalogie, numismatique, archéologie monumentale, archéologie des campagnes, archéologie urbaine, photographie aérienne, cartographie, etc. Sources iconographiques. Alors, il n'y a qu'une seule chose qu'on n'ait jamais obtenue. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est d'avoir un poli en couleur. Alors, quand j'étais responsable des finances, je me suis occupé très intensément des centres de reprographie, qui sont évidemment un endroit tout à fait stratégique. Et donc, autant il a été assez facile d'obtenir des machines à grande vitesse, autant les responsables même des entreprises qui vendaient des photocopieurs ou qui les louaient m'ont fait comprendre que c'était impossible de passer à la couleur pour deux raisons. Premièrement, c'est pas du tout la même vitesse d'impression. Or, on avait des machines, les machines qui étaient au centre Pierre Mendès France, et il y en avait une aussi en Sorbonne, tournaient au rythme de 125 copies à la minute. Je dis bien 125 copies à la minute. Mais surtout, aurait entraîné des interruptions très fréquentes, sans même parler du coût, parce que dans une photocopieuse laser couleur, non seulement il y a une cartouche noir et blanc, mais il y a 3 cartouches de couleurs différentes qu'il faut pouvoir changer. Donc vous avez... Et évidemment, elles ne tombent jamais en rade au même moment, mais ça arrête les machines. Enfin, vous voyez, on n'a pas encore obtenu, je ne sais pas où on en est maintenant, mais on n'a pas encore obtenu les polis en couleur. Évidemment, quand on fait de l'iconographie, sans les couleurs, je suis le premier à reconnaître que c'est nettement moins bien. Ça, c'était la première caractéristique. La deuxième caractéristique n'est pas la moindre. Il s'agit d'un choix délibéré d'assurer l'enseignement d'un champ spatial et chronologique large de l'histoire médiévale. Le sommaire de ces épais polycopiés, comme celui qui est en train de circuler, montre bien que les médiévistes de Paris I avaient cela et l'ont évidemment toujours à cœur. À cœur quoi? De procurer aux étudiants, dès le début de leur apprentissage de l'histoire du Moyen-Âge, les éléments d'une vision large des sociétés médiévales, tant sur le plan chronologique que spatial. Dans ces espaces, des interactions fortes en tout genre n'ont cessé d'intervenir, ce qui justifie de prendre des exemples dans tout l'espace dit occidental, depuis les territoires méridionaux, Italie et Espagne, jusqu'aux limites septentrionales des pays de la mer du Nord et de la Baltique, des îles britanniques jusqu'aux franges les plus orientales de l'espace européen, gagnant sur l'Asie, évidemment, sur l'Asie occidentale, s'agissant du monde musulman. Donc nous avions à cœur de procurer aux étudiants cette vision large et de leur donner les outils d'une compréhension globale des héritages communs
À cette fin, une insertion significative de l'histoire de l'Empire byzantin et des pays d'islam, Orient musulman, Maghreb, Al-Andalus, devenait non seulement obligatoire, mais je crois pouvoir dire qu'elle était consubstantielle au projet pédagogique des médiévistes. Je suis bien placé pour le dire, puisque j'appartiens à la minorité orientale. Et je dois dire, je pense que Françoise ne me contredira pas, qu'on s'est toujours senti parfaitement à l'aise. Il y a Anne-Marie Hédé aussi. Là, on s'est toujours senti, sans compter Michel Ballard et ses croisés, on s'est toujours senti... il n'y a jamais eu de différence. Ça allait sans dire. Mais évidemment, il n'y a pas beaucoup d'universités qui peuvent se permettre de faire ça. Enfin, nous essayons de poser quelques jalons pour appréhender le rôle joué par le Moyen-Âge dans les évolutions ultérieures, pour bien raccrocher l'étude du Moyen-Âge, qui repose évidemment sur l'héritage antique, mais qui débouche sur l'époque moderne, de façon à essayer à essayer de faire que nos étudiants aient une vision continue de ce qu'est l'histoire. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, hein, mais au moins on aura essayé. Voilà, en gros, ce que, au témoignage des diverses personnes qu'on a interviewées, hein, on a trouvé d'anciens étudiants, Charpin, qui maintenant est prof au Collège de France, Olivier Matteoni, Kouamé, etc. Enfin bref, on a des étudiants qui ont suivi l'enseignement de premier cycle à Paris 1 et qui sont devenus nos collègues qu'on a pu interroger, que je remercie donc du fond du cœur des réponses qu'ils ont bien voulu nous apporter, parce que sans eux, nous n'y serions pas arrivés. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on y soit arrivé, donc nous sommes prêts à être bombardés de questions. Je vois Marie de Joux qui lève aussitôt la main. Tu ôtes ton masque. Tout à l'heure, Claude Gauvard disait que à Sancier, il y avait toujours une ébullition politique et intellectuelle de la part des étudiants, et qu'il y a beaucoup de choix pédagogiques qui ont été pris justement aussi en fonction des revendications des étudiants. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est finalement, dans l'enseignement de l'histoire, et en particulier de l'histoire médiévale, qu'est-ce que mai 68 a changé? C'est-à-dire que je vous pose la question en tant qu'étudiant avant 68 et en tant qu'enseignant à partir de cette date-là. Parce que alors quels sont les on va les principaux je vais pas parler tout le temps, donc Jean-Philippe. Parce que par exemple, ça fait des années que je suis du coup étudiante et maintenant enseignante à Paris 1, où on nous dit que le commentaire de documents, par exemple, c'est une des choses qui a été mise sur le devant de la scène. Alors voilà, en termes d'exercice, de méthode, de thème, qu'est-ce qui est finalement l'apport de 68? Merci. Effectivement, je peux répondre au moins en partie à cette question, puisque j'ai été enseignant avant. Alors voilà, quel était ce qu'on faisait en histoire du Moyen-Âge à l'époque, qui était différent de ce que nous avons connu avec Claude quand nous étions étudiants ensemble. C'était encore un autre système. Il y avait une sorte de cours général qui était fait par un maître de conférence. En l'occurrence, c'était en alternance, si je me souviens bien. C'était essentiellement Robert Delors qui le faisait à ce moment-là, ce cours.
Et puis pour le haut Moyen-Âge, il y avait une division comme ça, c'était Michel Rouche. Il se partageait la chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus ce que nous avions... Et Dubois. Et Dubois. Dubois aussi. Oui, c'est ça. Mais Dubois, c'était encore avant, quand on était étudiant. C'était Dubois à ce moment-là qui faisait effectivement un cours profondément ennuyeux, je dois dire, qui endormait un amphithéâtre de façon radicale. C'était à 8 heures. C'était comme Hélène Arfeiler. À 8 heures du matin. Mais Voilà. c'était du commentaire de documents essentiellement. Voilà. Alors, ça, c'était 1 heure. Et puis ensuite, il y avait les TD. Alors, je peux vous dire ce que je faisais comme TD. J'en faisais 6. C'était des TD, on avait entre 60 et 80 étudiants. Et j'avais 1 heure, donc il n'y avait pas de commentaire de documents, c'était impossible. Je commençais par une interrogation écrite, avec des choses, placer les fleuves français dans le bon ordre, qu'est-ce que vous inspire tel ou tel mot, ou telle date. J'en corrigeais 10% au hasard pendant toute l'année. Alors ça faisait quand même beaucoup, parce que j'avais 6 télés, ça faisait 60 copies chaque semaine. Et ce qui restait, c'est-à-dire 45 minutes, je faisais un cours vaguement magistral qui était surtout centré sur des éléments essentiels de vocabulaire et de chronologie. Voilà, c'était tout. Alors, les étudiants, évidemment, étaient très mécontents pour toutes sortes de raisons. Premièrement, parce que dans cette foule, c'était vraiment très difficile. Les entrées et les sorties de salle, je ne vous dis pas le temps que ça prenait. Ils étaient très mécontents parce que les interrogations écrites, évidemment, ils détestaient. Et la grande demande en 68, qui était portée par des étudiants qui étaient des gens, je me souviens par exemple des discussions avec quelqu'un qui est devenu professeur à Paris 1 après, et qui était vraiment je dirais le principal porte-parole des étudiants, qui était Alain Schnapp. C'est beaucoup avec Schnapp que nous avons discuté de tout ça, mais les étudiants étaient tous d'accord à cette époque. Ils voulaient faire de l'analyse de documents. Et l'idée était de donner à chaque semaine un document, et on interrogeait au hasard, parce que les étudiants étaient très conscients du fait qu'il fallait qu'ils participent. Donc pour participer, ils voulaient préparer. Alors on l'a, je crois, vaguement essayé, mais ça n'a pas duré, parce qu'évidemment, tout de suite, ils ont dit que ce n'était pas possible de préparer tous les documents pendant chaque semaine. Et donc on s'est rebattu sur cet ersatz, qui est devenu quand même assez caricatural, c'est-à-dire que l'étudiant travaillait l'analyse de documents qu'il avait à faire, et puis le reste du temps, il était relativement en roue libre, écoutant quand l'étudiant qui parlait était intéressant. Mais on a tous été suffisamment longtemps maîtres de conférences pour savoir que c'était aussi une perte de temps, parce que de temps en temps, on avait des nullards épouvantables qui n'avaient rien préparé et qui bafouillaient et qui étaient évidemment n'apprenaient rien. Et après, il ne nous restait qu'un quart d'heure ou 20 minutes pour une reprise, ce qui était insuffisant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se représenter que le système réglait tous les problèmes. Malgré tout, il restait des problèmes. Alors, puisque j'ai la parole, je voudrais juste ajouter une petite chose pour signaler que parmi les UV de licence, il y a eu une innovation à laquelle j'ai quand même été directement mêlé, mais je pense que c'était la sous-section de médiéval qui a poussé à ça. En tout cas, elle m'a beaucoup soutenu, notamment Claude, qui était l'idée d'avoir des UV de licence qui n'étaient pas de l'histoire. Ils avaient la possibilité de choisir un certain nombre de disciplines. Et c'est l'orientation, j'y reviendrai pour la recherche, mais l'orientation qu'on a eue quand même vers l'anthropologie s'est manifestée très vite là-dessus, avec une UV d'anthropologie, une UV, il y en a eu 2 même, puisque parallèle, il y avait de l'anthropologie pure et dure avec Altan Gökalp, qui était un ethnologue spécialisé en turc, et puis sur le folklore européen, beaucoup avec... je ne sais plus comment il s'appelait, le collègue qui a travaillé sur Bruegel, Claude Gainbay, et puis ensuite Jeanne Favret-Saada. C'est des personnes très importantes dans l'histoire de l'anthropologie française. Et ces UV étaient extrêmement suivis. C'est dans le cadre de ces UV qu'est aussi apparu un personnage dont on n'a pas parlé, mais qui est très important aussi pour les médiévistes. Je regrette que Paul ne soit pas là, qui est Michel Serres. Michel Serres a fait une UV, Histoire des sciences et Histoire des techniques, après laquelle Madame Bensaud, je crois, a repris le flambeau. Et il y avait une UV également de statistique qui avait été soutenue par les collègues de stat, oui, par les collègues d'histoire contemporaine. Et moi, j'ai pu mettre là aussi l'informatique, ça je le rappelle, parce qu'il y avait à l'époque une structure qu'on appelait le DEUGMAS, qui était suivie de quelque chose qui s'appelait la licence MAS, qui était une licence pour les économistes essentiellement, mais avec une coloration sciences humaines.
Et donc, du coup, on avait pu avoir une option histoire. Et pour que cette option histoire ait un enseignement adapté, on avait créé une UV d'informatique. Donc, il y a eu quand même, à la faveur de ces maquettes, des élargissements qui, je pense, étaient intéressants et qui étaient en tout cas bien dans la lignée des discussions que nous avions à l'époque. On avait des petits groupes sur lesquels on travaillait sur ces questions-là, avec André Vaucher, entre autres. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut pas oublier. Oui, je voudrais juste ajouter une chose pour répondre à... Je voudrais juste ajouter une chose pour répondre à Marie. Moi, j'ai fait le certificat d'histoire du Moyen-Âge en 66-67. 5 heures de cours des professeurs, plus 1 heure de cours de Dubois et 2 heures de TD. Donc le changement fondamental, qui est la conséquence, et qui d'ailleurs a fait, si j'ose dire, notre fortune à nous qui avons été recrutés, enfin fortune, c'est pas le bon terme, mais disons nous a mis le pied à l'étrier. C'est le passage aux travaux dirigés, c'est-à-dire l'inversion de la quantité d'enseignement entre les cours et les TD. Et à ce moment-là, évidemment, nos anciens se sont trouvés devant... Alors, il a fallu que l'État fournisse massivement des postes. Si j'allais raconter maintenant à notre bien-aimée présidente qui se bat comme une malheureuse pour obtenir des crédits pour pouvoir payer tout le monde, la façon dont le nombre de postes se multipliait, et comme je le racontais à Mathilde Boudier tout à l'heure, c'était le monde à l'envers. C'est-à-dire que moi, au mois de juin 1969, le même soir, j'ai reçu chez mes parents, j'habitais encore chez mes parents, un coup de téléphone d'Édouard Perroy et un coup de téléphone d'Hélène Arveller me suppliant de devenir à la rentrée assistant d'histoire du Moyen-Âge. Vous voyez, donc il y a eu là un renversement de la vapeur en un nombre d'années extrêmement limité. Et ça s'est arrêté pile derrière nous, puisque en 69-70, j'étais le plus jeune des médiévistes, de quelques jours par rapport à ma principale complice, et que je lui suis resté pendant 7 ans. Donc, vous voyez, un blocage absolu. Donc, il y a des montagnes russes sur ce plan-là. Je voulais simplement faire, moi aussi, un témoignage des deux côtés de la barrière, puisque j'ai été étudiant à Paris 1 et ensuite enseignant, comme vous le savez. Et alors, il y a une chose qu'il faudrait peut-être ajouter aussi à la spécificité des médiévistes de Paris 1 par rapport aux autres périodes. Donc, il y a l'Orient, l'Occident, où effectivement, moi, dès étudiant, j'avais le cours, donc il y avait le cours de Robert Fossier, j'avais la chronologie, alors cette année-là c'était Alain qui, disons, s'y était collé, et le cours d'Hélène Arweiler, donc l'Orient et l'Occident, mais aussi l'ampleur du programme qui, par rapport aux autres périodes, parce que j'avais suivi, disons, par exemple en contemporaine, le cours de Jacques Marseille, c'était simplement la France premier XXe siècle. Le cours de Bernard Michel, c'était l'Europe centrale fin XIXe. Quand on arrivait en médiéval, c'était, disons, les Mérovingiens, les Carolingiens, la féodalité. Bon, on s'arrêtait, je pense, plutôt vers la fin du XIIIe siècle. Disons, on ne faisait pas la fin du Moyen Âge. Mais il y avait une ampleur énorme, disons, qui tranchait avec les autres périodes, totalement. Et alors ça, c'est bon, expérience en tant qu'étudiant. En tant qu'enseignant, si je peux compléter du coup ce qu'a dit effectivement Jean-Philippe sur la difficulté d'adapter un exercice en temps limité, je pense qu'on a réussi quand même grâce à l'augmentation considérable de la durée des TD. Effectivement, en 1 heure, il était difficile de faire passer tout le monde déjà, et ensuite, surtout, de leur faire passer un exercice qui
qui avait un sens, pas quelque chose qu'ils avaient préparé pendant un mois et qui venait rabâcher devant tout le monde. Donc Michel a dit effectivement qu'on est passé, on a rajouté, sous ta présidence, on a rajouté 1 heure en demi-groupe, donc aux 2 heures de TD, et ça s'est transformé, alors j'ai pas réussi, je me souviens plus vraiment en quel moment, maintenant c'est 3 heures évidemment en classe entière. Et du coup, on peut adapter un exercice qui consiste à véritablement faire travailler les étudiants dans cette plage horaire-là. Parce que là, ça devient finalement, moyennant, il y a une petite interrogation, il y a un certain nombre de choses, disons, rappel des éléments du cours, mais sur une plage de 3 heures, on peut effectivement envisager un travail sur texte qui est véritablement, pour le coup, là, formateur. Parce que les étudiants ne sont pas obligés de préparer des textes à l'appel sur lesquels ils ne vont pas être interrogés. Là, ils n'ont à faire que ça pendant justement cette séance. Et ensuite, ils sont interrogés. Ils peuvent être interrogés de manière aléatoire, disons de manière partielle, etc. Donc là, je pense qu'on a peut-être trouvé une solution aussi à cet ennui structurel du TD qui consistait à écouter pendant 1 heure ou 2 heures l'exposé d'un camarade qui leur rabâchait, si je puis dire, depuis, disons, qu'il l'avait ruminé pendant un mois. Je vais juste ajouter 2 choses, enfin ajouter ou compléter. Je pense qu'effectivement, l'évolution a été vers la participation avec le contrôle continu aussi. C'est un élément très important de la différence, pour répondre à Marie Dejoux. Et je crois que, du coup, ça s'est accompagné aussi d'un nombre inférieur d'étudiants dans les TD, qui était limité. Le nombre était limité. Moi, je me souviens de Jacques Le Goff, pour ne pas le citer, qui m'a téléphoné un jour à 8h du matin en me disant « Mon fils veut absolument aller dans votre TD, mais il est complet, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Voilà. Donc, il y avait, Dieu merci, à la base administrative, un numerus clausus, terminé, on est à 30, on arrête. Voilà, ça c'était quand même très très important, étant donné le nombre d'étudiants qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. À l'intérieur, alors je dirais quand même que, et ça tient à la médiévale à Paris, et depuis longtemps, et même avant la partition. Il y a un facteur dont on n'a pas parlé, mais j'en parlerai peut-être ce soir, j'en sais rien, peu importe l'ordre. C'est la paléographie. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement pour les médiévistes, qui est, pour ceux qui aiment le Moyen-Âge, pour les étudiants qui aiment le Moyen-Âge, qui était extrêmement vivant, qui leur permettait d'aller vers les textes. Et du temps de Perrois, la salle de paléo, qui est maintenant le secrétariat, au 2e étage. La salle de paléo était ouverte du matin jusqu'au soir. Comme il était en plus directeur de l'UFR, il avait son bureau de l'autre côté de l'escalier, et il venait pour... Bon, ça s'est continué avec Fossier, et je crois que c'était un moyen, si vous voulez, justement, de pallier l'insuffisance des travaux dirigés. Et nous avions d'excellents assistants ou maîtres assistants qui nous entouraient. Là, je parle, moi, de mon expérience d'étudiante, avec Jean-Philippe et d'autres. Nous avions d'excellents enseignants. Mais ils ne pouvaient pas, en 2 heures, faire autre chose que ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire, finalement, j'allais dire, une sorte de cours magistral un peu adapté, quoi. Voilà. C'était ça, à peu près, les TD. Avec... ne l'oublions pas, toujours, et je le redirai ce soir, une espèce d'adaptation formidable à la recherche, qui faisait qu'ils étaient capables de refaire le cours, par exemple, en vous parlant des apports de Duby, à l'époque, sur tout ce qui était la seigneurie et la noblesse. Donc on a vraiment là... Il y a quand même là, vous voyez, pour répondre à la question posée, une continuité dans l'idée qu'il faut aller aux sources. Voilà. Alors, deuxième remarque, là je reviens un peu en arrière de ce qui a été dit par nos amis tout à l'heure, et j'insisterai là-dessus parce que j'ai pas voulu... J'ai cherché dans mes papiers, et puis j'avais trop de choses dans mon cartable, mais je voulais vous apporter les fragments qui restent des préparations de cours. Alors, entre nous, cette fois.
et sur du papier, avec du papier carbone, hein, alors je crois que je ne jetterai pas tout avant de mourir. Hein. J'en garde, c'est dans mon bureau, et je le regarde et je me dis quand même, qu'est-ce que tu as travaillé, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez travaillé? Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous prenez ces préparations, vous savez, je reconnais l'écriture d'Alain, je reconnais l'écriture d'Elisabeth, je reconnais l'écriture de Jean-Philippe, de Michel, etc. Bon, bref, car tout était fait en commun. Et c'était bien avant 80. Bien avant 80. Mais oui, bien sûr. Tu as dit tout à l'heure, il me semble 80. Oui, non, enfin, dès le départ, il y a eu une solidarité de toute cette équipe jeune, entrée jeune, ne sachant rien au Moyen-Âge. Ben oui, on ne savait rien. On ne savait rien, forcément. Hein, on n'a pas été à terre, nous. Hein. Bon, donc on était assistants. Et il fallait que ça marche, hein, parce qu'il y avait les étudiants d'une part, il y avait la LAFMA qui nous attendait de l'autre. Hein, il fallait que ça marche. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais vraiment, on a beaucoup travaillé ensemble, et Dieu merci, parce que c'était chaque fois extrêmement original. Alors après, chacun d'entre nous faisait sa sauce, bien entendu, mais il y avait une base de travail fondée sur une bibliographie. Moi, dans mes dossiers, il y a l'exposé, et puis il y a la biblio que j'ai faite parallèlement. J'ai encore les fiches. Donc, on travaillait vraiment à fond, hein, nos cours, et on y passait effectivement beaucoup de temps. Donc, ce travail d'équipe, je pense qu'il faut le mettre en avant. Et c'était formidable. J'arrête là-dessus, je redonne le micro, mais il faut quand même aussi que c'est un peu de chair. Nous étions à Censier, nous partions de la Sorbonne. Nous ne nous quittions pas, et sur le chemin, entre la Sorbonne et Censier, nous faisions à la fois notre cours et nous refaisions le monde. Voilà. Je ne sais pas si ça a servi à grand-chose. Nicole Lemaître a demandé la parole. Ensuite, ce sera Alain Demurger. Voilà, j'interviens à la fois comme étudiante qui a vécu ce passage. Je suis la première génération qui n'avait pas propédeutique et donc qui a connu le duel. Et donc j'ai vu, j'étais en 69, j'étais en licence, donc en 3e année, et j'ai bien vu ce que 68 a changé, c'est le contrôle continu. Quand nous étions dans les 2 premières années, nous avions en tout et pour tout comme exercice un écrit à la fin du semestre. Avec ça, vous deviez vous débrouiller pour avoir vos unités de valeur. Et puis, j'interviens aussi pour donner un regard extérieur, puisque moi, j'ai été recrutée en 76, et très vite, je suis passée en première année pour faire les cours, les TD d'abord, et puis les cours ensuite. Il y a une chose qui apparaît peu, c'est la masse d'étudiants. La masse d'étudiants qu'on traitait en première année. Ça, il faut le dire à l'extérieur. Quand vous avez 1400, je crois que je suis allée jusqu'à 1440 étudiants vers les années 90, en première année, hein, 1440 inscrits, et entre 27 et 34 groupes de TD. Je ne me souviens plus très bien des années les plus lourdes. Ça veut dire qu'il y avait presque autant de collègues. Il y avait 15 à 20 collègues qui faisaient les TD. Donc, nous étions bien obligés de faire les corrections des examens pour les collègues. Sinon, la notation n'avait plus aucun sens. Et ça, avec Michel Fontenay et quelques autres, hein, on a la même expérience que les médiévistes. Simplement, les médiévistes ont toujours été beaucoup plus cohérents. Ils ont beaucoup plus travaillé. Nous, on a beaucoup travaillé ensemble, hein, en moderne, mais les médiévistes allaient encore plus loin que nous. Mais parce qu'ils n'avaient pas ce poids de la première année. C'était pas désagréable, hein, l'amphien. Moi, je garde de bons souvenirs avec quelques colères de temps en temps parce que ça fumait trop dans le haut et pas seulement des cigarettes. Donc, il fallait menacer de faire intervenir les pompiers. Et il y avait toujours 1 ou 2 pompiers qui se pointaient
Et ça mettait le calme. C'était assez facile de faire... Bon. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'en première année, il y avait aussi double formation, c'est-à-dire Ancien Régime et Révolution. Et alors, le grand problème, c'est qu'à la différence de ce que vous aviez réussi et dont on était très jaloux avec Michel Fontenay, on était très jaloux des médiévistes sur ce plan-là, vous aviez réussi à intégrer à peu près complètement l'enseignement d'Occident et d'Orient. Moi, j'ai des souvenirs, comme étudiante, je me souviens que Claude Cahen avait été remplacé à un moment donné par Maxime Rodinson. C'était somptueux comme cours. Je me souviens de cours aussi de Michel Mollard en deuxième année. Ah oui. Oui, mais ce que je sais de Mahomet, c'est Maxime Rodinson qui me l'a appris dans les cours magistraux. Hein. Enfin, non, j'ai quand même travaillé depuis. Enfin, peu importe. Alors, je voulais dire donc qu'en première année, les contemporanéistes étaient très éclatés. Là, je crois que Kwame a raison. Mais pas les modernistes. On avait quand même Ancien Régime avec une thématique, c'était plutôt la monarchie absolue ou l'histoire rurale, ou les révoltes. Pierre Goubert parlant des révoltes. Bon, c'était... Voilà, donc on vous a suivi. On vous a suivi, mais je reconnais qu'une bonne partie de vos techniques, plutôt pour les concours que pour la première année, car nous n'avions pas les mêmes problèmes en première année, elle vient des médiévistes. Je ne reviendrai pas là-dessus. Olivier Matteoni a demandé la parole. Voici maintenant 2h50. Je pense qu'on peut peut-être... Oui, merci de cette présentation. Je vais être assez bref puisque Claude Govard a évoqué un point sur lequel j'aurais voulu insister. C'est effectivement pour la licence, donc le L3, l'importance de l'enseignement de la paléographie, qui est montée d'ailleurs en puissance ensuite avec le remplacement de Robert Fossier, l'arrivée de Michel Paris, puisqu'on a doublé cet enseignement de paléographie avec du latin médiéval à différents niveaux. On a pu aussi, en paléographie, ce qui n'était pas le cas avec Robert Fossier, mais avec Michel Paris, dédoubler les cours de paléographie, c'est-à-dire faire de la paléographie française et faire de la paléographie latine, et tout ça offert aux enseignants de L3. Si on regarde dans le paysage universitaire aujourd'hui français et dans les départements d'histoire, je crois qu'on est l'une des seules universités à pouvoir proposer un enseignement aussi riche en latin et en paléographie. Et je ne parle pas de ce qui se fait du côté de l'Orient, qui est aussi important de ce point de vue-là. Donc là, vous avez initié la chose. Je pense que Édouard Perroy, naturellement, c'est celui qui est au départ de tout cela. Et j'ai toujours grand plaisir à être dans sa salle Perroy. En plus, je suis lié d'une certaine façon à Perroy par son espace géographique, le comté de Forêt, sur lequel aussi je travaille. Mais je trouve qu'il a fait effectivement un travail tout à fait remarquable, qu'il a amorcé ce travail-là. Robert Fossier a été, comme paléographe, on est un certain nombre ici à avoir suivi ses cours, un maître tout à fait remarquable, avec cet enseignement complémentaire qu'il donnait en L3 sur ce qu'il appelait les sciences auxiliaires, on n'appellerait ça plus ça comme ça aujourd'hui, mais autour de, c'est lui qui nous a initiés à l'archéologie, à la palynologie, à la lecture des cartes, les photographies aériennes, donc véritablement des choses tout à fait nouvelles. Et je crois qu'on a pu faire fructifier cet héritage. Et pour ma part, je suis content de pouvoir, puisque j'enseigne la paléographie française et latine ici, je suis content de pouvoir continuer et de porter le flambeau en quelque sorte. Voilà, c'était juste ce complément que je voulais dire, mais qui concerne effectivement plutôt la L3. Françoise Michaud. Oui, je voudrais apporter un complément sur un point qui n'a pas été abordé et qui fait aussi une spécificité de l'enseignement de l'histoire médiévale en premier cycle, ce sont les excursions. Et il est tard et je n'ai pas le temps de développer, mais on aurait grand plaisir à évoquer toutes ces excursions. En résumé, chaque année, pour les étudiants de premier cycle, une journée, un dimanche, vers Amiens, les Andelys, Provins, qui est une des... Et puis, assez régulièrement, un voyage de plusieurs jours
qui était préparé aussi par cette équipe qui a été évoquée à de nombreuses reprises. Et on est allé ainsi en Catalogne, à Florence et à Bruges. Et je terminerai simplement en évoquant, mais sans aller plus loin, les merveilleuses facéties de Robert Fossier dans les hôtels de Bruges. Et le repas des médiévistes. Bon, je serai très bref, simplement pour mesurer l'évolution des modes d'enseignement. Je voudrais rappeler ma petite expérience quand j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a plus de 60 ans. Le certificat d'histoire du Moyen-Âge comportait des cours magistraux qu'on suivait tous. Guilan, pour l'histoire byzantine. Renoir, c'était l'histoire de la péninsule ibérique. Perrin, c'était l'histoire de la féodalité. Perrois, c'était la paléographie. Et venant compléter tous ces cours magistraux, 2 TD que l'on suivait de 2 heures. L'un par Richer, qui faisait le haut Moyen-Âge, l'autre par Guenet, qui faisait le Moyen-Âge central et le bas Moyen-Âge. C'était 2 heures dans lesquelles 2 étudiants présentaient un exposé, soit sur un document, soit sur le résumé d'un livre. Et je me souviens d'un exposé que j'avais fait sur la thèse de Schneider sur la ville de Metz. C'est un exposé de 25 minutes à peu près, et le chargé de TD, Richer ou Guenet, reprenait en 30-35 minutes. Oui, c'est peut-être. Je vais révéler peut-être ainsi à tout le monde et à moi-même ma nature profondément réactionnaire, mais je voudrais prendre la défense du cours magistral. Parce qu'on en dit plein de mal, mais moi je me souviens quand même qu'en 1959, entrant à Saint-Cloud et faisant la licence moderne contemporaine et géographie, et puis réservant Moyen-Âge et ancienne pour l'année suivante, j'écoutais religieusement le matin Radio Sorbonne, le cours de Paul Lemerle. Et si je suis devenu médiéviste, c'est à cause du cours de Paul Lemerle, alors que je ne fais jamais de grec et je n'ai jamais fait Byzance. Et c'était sur Héraclius, et depuis je voue un culte à Héraclius, que j'aime beaucoup, et que quand on me demande quel est le meilleur empereur byzantin, dites pourquoi, ben c'est Héraclius. Bon, donc il y avait de très bons cours magistraux, et je ne suis pas tout à fait satisfait de la critique systématique du cours magistral. Il y en avait qui étaient horriblement, passez le mot, mais d'autres qui étaient très très bien. J'ai encore une petite chose à dire à propos des couleurs, qui évoquait les documents en couleurs. Moi, dans le cadre de cette demi-UV de méthodologie, machin comme ça, je faisais sur l'iconographie, j'ai fait faire mes photocopies en couleur pour les montrer aux étudiants. Et j'ai eu ainsi les mois, les photocopies des mois en couleur, très belles. J'en avais 15 exemplaires, ça m'avait coûté un petit peu, mais enfin bon. Et vous savez ce qu'elles sont devenues, ces photocopies couleur? Un jour, mon petit-fils, qui était en cours moyen, voit sa maîtresse qui lui donne « fais machin, c'est pas sorcier », il dit « Ah, mais c'est mon grand-père ». Et immédiatement, je lui dis « Ah bon, c'est ton grand-père. Tu ne peux pas lui dire de venir dans l'école pour parler un peu ?» C'est au Lila. Hein. Donc je suis venu dans l'école de mon petit-fils un après-midi, parler avec l'institutrice de l'histoire du Moyen-Âge, et ils avaient préparé leur machin pour savoir comment on devient médiéviste, pourquoi on fait de l'histoire, pourquoi c'était très intéressant. Et je leur ai amené tous les documents qui me restaient des mois que j'aurais distribués pour leur montrer ce que c'était qu'un document médiéval à côté de moi. Donc, vous voyez, j'aurais dû me faire rembourser par Paris 1 après. Hein. Hein. Il faut arrêter, Laurent. Bon, je serai très bref, mais c'est pour quand même souligner quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on aurait dû dire, c'est qu'on avait beau faire, on ne pouvait pas fournir tous les enseignements nécessaires. On a eu beaucoup de chargés d'enseignement. Et le fait que nous travaillions en équipe était un atout pour que
ce travail de gens qui étaient extérieurs, parfois de qualité au moins égale à la nôtre. J'en parlais avec Régine Lejean de François Menant, qui a fait des TD pendant 3 ans, c'est qu'avec notre système, il s'intégrait parfaitement au système. C'est peut-être un avantage par rapport au personnel temporaire qui a remplacé ces chargés d'enseignement, mais le volume d'enseignement était considérable et on ne pouvait pas tout assurer. On avait, avec notre système collaboratif, une machine pour intégrer ce personnel extérieur. C'est juste